J'ai toujours été quelqu'un de curieux, j'avais envie d'apprendre et en démarrer comme agent de comptoir, chef d'agence, laveur de voitures dans une agence brestoise. Les grands événements quand j'ai repris B&B, ça a été effectivement de changer le modèle. Moi je ne suis pas un financier à la base, je suis plutôt un homme de marketing et d'opération. Je définissais la stratégie du groupe comme un véritable entrepreneur. J'arrivais à convaincre des fonds d'investissement de venir à mes côtés. Ça a été la recette du succès. C'est assez rare de faire 5 LBO sur la même entreprise. Quand je suis arrivé, on avait acheté l'entreprise 230 millions murs et fonds. Vendu 385 millions 2 ans plus tard. Il y a eu la cession des murs pour 350 millions, un peu plus. Vendu uniquement les fonds de commerce, 500 et quelques millions. Revendu ensuite pour 890 millions. Vendu à Goldman Sachs pour 1,9 milliard. Puis voilà. Le fil conducteur de mes investissements, c'est le conducteur. Parce que je crois beaucoup en l'humain et aux passions qui habitent les entrepreneurs. Se mettre à risque, oser, entreprendre, penser différemment, penser en dehors de la boîte, essayer de changer les modèles. Je suis Vangelis et cela fait près de 40 ans que le secteur de l'hospitalité fait partie de ma vie. Rejoignez-moi au gré de mes rencontres et de mes échanges avec les hommes et les femmes qui font vivre notre industrie. Qui se cache derrière ces passionnés, leurs réussites, leurs échecs, leurs ambitions? Bienvenue dans mon check-in. Dans cet épisode, rendez-vous avec Georges Samper. Après 23 ans dans le secteur de la location de voitures, où il est passé d'agent de comptoir, laveur de voitures à chef d'agence puis directeur du marketing et des ventes pour la région IMEA, Georges Samper a été repéré par un fonds d'investissement. Il a rejoint l'aventure B&B Hotel dans laquelle il s'est impliqué, poussé par la curiosité. Découvrez ses accomplissements, sa vision de manager et leader inspirant et son envie intacte d'avancer. Bonjour Georges, comment tu vas? Bonjour Vangelis, très bien et toi? Ça va, je suis très content parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est fait une interview dans ces bureaux, c'était il y a quoi, 5, 6, 7 ans? Ouais, le temps passe très vite. Ouais, exactement. Je suis content qu'on prenne ce temps d'échange et pour discuter ensemble parce que évidemment, je vais pas faire l'offense à personne de te présenter en long ou en large parce que ceux qui ne te connaissent pas, c'est qu'ils ne travaillent pas dans le secteur. Donc voilà. Mais je trouvais que c'était aussi l'occasion d'un peu mieux te connaître. En plus d'avoir tes bons conseils aussi, évidemment, qui sont souvent très précieux. Je sais que tu as fait une partie de ta carrière dans le secteur, plutôt du côté de location automobile. Ouais. Comment tu es venu un peu dans cet univers du tourisme, de l'hospitalité? Bon, ça, c'est un petit peu le hasard de la vie. Donc, effectivement, j'ai fait une carrière dans la location de voiture de 23 ans, en ayant démarré comme agent de comptoir, chef d'agence, laveur de voitures dans une agence brestoise. Donc, déjà, il y a un lien, un retour vers les sources. J'ai évolué dans ce groupe à différents postes de responsabilité opérationnelle et commerciale. Ouais, c'est ça. Donc, une partie 13 ans en France et puis ensuite en Angleterre pendant 10 ans. Donc, j'ai d'abord dirigé le marketing et vente pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et ensuite, j'étais directeur général de la filiale Royaume-Uni pendant 4 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené d'aller au... Alors, je suis parti dans le tourisme. Je suis parti dans le tourisme un peu par hasard. C'est Hervé Gouriot, qui était à l'époque patron Europe de Carlson Wagonlit Travel, qui m'a demandé de l'y rejoindre à un moment où le business model du voyage d'affaires changeait complètement, parce que c'est passé d'un métier qui était rémunéré par ses fournisseurs sous forme de commission à un métier où il fallait facturer des honoraires à ses clients. Donc il fallait prouver sa valeur ajoutée. Et donc ça a été un challenge assez intéressant. Et j'ai fait ça pendant 4 ans avec effectivement la responsabilité de la France et puis une co-responsabilité sur l'Europe. Et puis il y a eu septembre 2001, il y a eu les tours à New York, le voyage d'affaires s'est écroulé. À l'époque, on avait 2 actionnaires à 50-50, qui étaient Accor et la famille Carlson. Donc c'était un petit peu le mariage de la carpe et du lapin, parce qu'il y avait une société cotée en bourse, dirigée par un inspecteur des finances, et puis de l'autre côté, une famille qui ne déclarait pas ses comptes, enfin qui publiait pas ses comptes, donc c'était assez particulier. Et donc à ce moment-là, moi je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas un management buyout de cette activité? Parce qu'à l'époque, Accor se séparait de ses activités non-core, comme Courtepaille qui avait été revendu à son management. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré des fonds d'investissement. Et puis finalement, le buyout de Carlson ne s'est pas fait. Et puis un fonds d'investissement m'a contacté pour me dire est-ce que vous êtes breton? Alors je ne savais pas que c'était un critère de recrutement. Et donc venez à Londres, on a besoin de vous voir. Fais pas semblant que tu connaissais pas la fameuse mafia bretonne quand même. Non, je connaissais effectivement t'es pas un Suédois non plus, t'es un vrai breton. Hommes d'affaires bretons.
Et donc, je suis allé à Londres chez Duke Street Capital et ils m'ont parlé de BNB que je ne connaissais pas. Par contre, je connaissais le fondateur de BNB parce qu'il s'appelait François Branelec, enfin, il s'appelle toujours. Hein. Et à l'époque où moi j'ai démarré chez Avis, lui était franchisé Hertz, donc je savais qui c'était et je connaissais le caractère du monsieur. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je fais un peu une analyse du marché de l'hôtellerie économique et il se trouve qu'en Angleterre j'avais été le témoin de la naissance de Ryanair et EasyJet. J'avais vu comment ils avaient révolutionné le transport aérien. Alors peut-être juste avant que tu nous parles de cette aventure qui s'appelle BNB, qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu te dis allez je vais au UK, je quitte la France La curiosité. Moi j'ai toujours été quelqu'un de curieux, j'avais envie d'apprendre et puis quand on m'a proposé ce challenge d'aller en Angleterre, à l'époque mon anglais était un peu balbutiant mais je me suis dit pourquoi pas. Donc ça a été une immersion totale avec ma famille et puis j'ai beaucoup apprécié la vie là-bas. Et puis j'étais quand même dans une entreprise que je connaissais, donc j'étais pas complètement dans l'inconnu. Mais c'est la curiosité, l'envie d'apprendre et de voir des horizons nouveaux. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que le fait de se mettre entre guillemets à risque, et je suis sûr que tu l'as pas vécu comme ça, mais de changer son environnement, changer de culture, c'est quand même... Il y a un peu d'audace dedans, et tu le retrouves aussi dans les affaires. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est le propre. Chez Avis, on avait cette culture entrepreneuriale, il y avait beaucoup de responsabilisation donnée aux managers de terrain, et donc moi j'appréciais cette culture, et c'est ce qui un peu m'a habité aussi lorsque j'ai, dans mes aventures suivantes, hein, c'est se mettre à risque, oser, entreprendre, penser différemment, penser en dehors de la boîte, essayer de changer les modèles. Et donc, pour revenir à ce que je te disais sur BNB, donc j'avais vu ce qui avait été fait par François Branelec, je trouvais que c'était une base assez intéressante. Parce qu'il y avait beaucoup d'hôtels économiques. Ça s'appelait pas BNB à l'époque. Hein. Si, ça s'appelait BNB. Le logo était différent. Le logo était différent, mais ça s'appelait BNB. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont posé la question quelle était l'origine du nom. Donc c'était tout simplement parce que quand François Branelec a créé cette chaîne, il s'est dit je fais des chambres et des petits déjeuners. Donc je crois que c'est une de ses filles qui lui a dit pourquoi pas BNB. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis moi, j'ai pas voulu le changer parce que je trouvais que c'était un nom effectivement qui reflétait ce que l'entreprise faisait. Et donc, j'ai fait des analyses de marché et je trouvais que dans l'hôtellerie économique, il y avait une image un peu paupérisante, services limités, hôtellerie bas de gamme, etc. Donc, je me disais quand même qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur-là. Les codes de ces catégories socio-professionnelles des voyageurs d'affaires étaient en train de changer. Les gens étaient à la recherche de l'offre value for money, hein, ce qui a été le pendant du développement de BNB. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et passer d'une hôtellerie à service limité à une hôtellerie à service sélectionné en disant aux clients, pour le prix que je vous facture, je ne peux pas tout vous donner, mais ce que je vais vous donner, ça va être le meilleur dans chaque catégorie. Et c'est déjà à ce moment-là que t'es venu cette comparaison avec Ikea, de dire je vais être le Ikea de l'hôtellerie, ou c'est après que tu as... Oui, non, un petit peu, j'ai essayé de trouver les comparables, mais effectivement, et surtout... Moi, je pense que les grands événements quand j'ai repris BNB, ça a été effectivement de changer de modèle, ça a été d'aller contre un peu mes actionnaires de l'époque qui me disaient d'arrêter la gérance mandat, et moi je me suis dit que c'était un modèle extraordinaire et donc qu'il fallait au contraire renforcer ce type de management parce que ça engendrait un esprit entrepreneurial à tous les niveaux de l'entreprise. Et je pense qu'on a bien fait de conserver ce modèle et on l'a même maintenant exporté parce que c'est comme ça qu'on opère nos hôtels, que mon successeur opère ses hôtels un peu partout en Europe et ailleurs. Développement de l'Allemagne, parce qu'à l'époque on avait quelques hôtels en Allemagne qui perdaient de l'argent, donc il n'y avait pas d'effet de chaîne. Donc de garder l'Allemagne et d'en faire un marché. Et avec succès, parce que c'est devenu même le pays le plus profitable du groupe. Et puis après, de dire il n'y a pas de raison de ne pas continuer l'histoire dans d'autres pays européens, donc l'Italie, l'Espagne, etc. Bon, après, on sait aussi qu'il y a eu une croissance qui s'est faite aussi par acquisition, hein, quand on a acheté Village Hôtel, qui était donc sa famille bourguignonne, Jacquier. D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit BNB, c'est pour Bretagne et Bourgogne. Et donc, on a réussi cette acquisition, et puis d'autres en Espagne, on a acheté Sidormi en Espagne. Alors pour que tout le monde se rende compte, je crois que ça a été plutôt assez public finalement, l'évolution, parce que c'était des LBO, toute la croissance. On voit un peu les markups, c'est quasiment à chaque fois x2. Vous avez fait, non, tu peux peut-être nous rappeler un peu sur ce qui est communicable, évidemment. Non, mais bon, effectivement, c'est assez rare de faire 5 LBO sur la même entreprise. Hein,
Et peut-être qu'un jour, il y en aura un 6e. Du coup, c'est pas la patate chaude, c'est la purée rebond. Non, c'est pas la patate chaude parce qu'il y a encore du développement. Et puis, moi, je pense que sans les investisseurs financiers qui ont été à mes côtés, j'aurais jamais pu développer l'entreprise aussi vite. Moi, je suis pas un financier à la base, je suis plutôt un homme de marketing et d'opération. Mais effectivement, d'avoir cette intelligence de l'ingénierie financière qu'on pouvait mettre à disposition de l'entreprise, ça a aidé. Et puis, effectivement, j'ai trouvé un modus operandi avec les fonds d'investissement qui fonctionnait, c'est-à-dire que je définissais la stratégie du groupe comme un véritable entrepreneur, et puis j'arrivais à convaincre des fonds d'investissement de venir à mes côtés, aux côtés des équipes. Et donc, ça a été la recette du succès. Et puis, effectivement, on a rendu au moins 2 fois à chaque fois l'investissement. Moi, je te vole de temps en temps des phrases que tu as dites et qui m'inspirent et que j'aime beaucoup. Il y en a une que j'aime bien qui est « La règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fixe la règle ». Donc, je ne sais pas si elle est de toi ou si tu l'as prise. Oui, c'est Robert Dor, c'est vrai que j'ai trouvé cette phrase. Mais donc, quand tu parlais justement de cette évolution auprès des fonds, donc il y a eu à un moment donné l'externalisation des murs de BNB, qui est peut-être le point de départ du vrai modèle tel qu'on l'a connu. Et donc ça se fait sur… le premier fonds qui rentre, c'était qui? Alors, tu avais… il y a eu Duke Street et on était propriétaire mur et fonds. Ensuite, Euraseo, on était toujours mur et fonds. Et puis, en fait, on a fait une cession de mur lorsqu'on a racheté Village Hôtel, parce qu'on s'est retrouvé avec un parc hôtelier qui était assez conséquent. On était propriétaire des murs de l'ensemble des établissements. Et en fait, on a financé, parce que les fonds, ils mettaient de l'argent au début, mais ils n'avaient pas trop envie d'en remettre en cours d'histoire, parce que forcément, ça retardait leur retour sur investissement. Donc, il fallait que je me débrouille, moi, pour trouver de l'argent. Donc, et puis, les emprunts bancaires avaient certaines limites. Et donc la cession des murs de Village Hôtel et de BNB a permis non seulement de financer l'achat de Village Hôtel, mais a permis aussi de dégager une enveloppe pour continuer à développer l'entreprise. Et donc, ça a été un modèle vertueux qu'on a continué à faire et qu'on continue aujourd'hui. Donc, le premier LBO, il s'est valorisé à combien alors écoute, je crois qu'on a racheté, en 2003, quand je suis arrivé, on avait acheté l'entreprise 230 millions mur et fonds. Vendu 385 millions 2 ans plus tard à Euraseo. Alors après, il y a eu la cession des murs pour, pareil, à peu près 350 millions, un peu plus. Vendu à Carlyle, uniquement les fonds de commerce pour 500 et quelques millions. Revendu ensuite à PAI pour 890 millions. Vendu à Goldman Sachs pour 1,9 milliard. Et puis voilà. Là, on attend la prochaine étape. En tout cas, c'est une belle aventure. Oui, c'est une superbe aventure, absolument. Oui, ça a été très excitant. Et donc évidemment, il y a ce sujet de la règle d'or. Je pense que c'est assez intéressant, effectivement, de fonctionner un peu en binôme. Tu as une vraie conscience de ce qu'était ta valeur comme en tant qu'entrepreneur, management ou autre. Tu savais créer de la valeur et comment on pouvait amener du carburant à tout ça et faire tous ces paliers. D'ailleurs, je pense qu'à titre personnel, je te vois souvent regarder des sujets. Alors, c'est pas trop connu et je veux pas dévoiler rien de ce que tu fais, mais j'ai le sentiment que tu aimes beaucoup t'intéresser à la chose du business en règle générale. Oui, je me contente pas effectivement l'hôtellerie a été effectivement un de mes métiers, mais je n'ai pas fait que celui-là, mais j'ai l'habitude de dire que le fil conducteur de mes investissements, c'est le conducteur. Donc, parce que je crois beaucoup en l'humain et donc aux passions qui habitent les entrepreneurs. D'ailleurs, il se trouve que je suis propriétaire d'un journal qui s'appelle le Journal des entreprises, et qui est ce que j'appelle le journal du CAC 300 000, c'est-à-dire des 300 000 entreprises qui font l'économie de ce pays, parce qu'on parle trop souvent du CAC 40, et donc avec une image pas toujours valorisante des cols blancs du CAC 40, mais la vraie économie française, ce sont les PME, les PMI, les TPI qui font le vrai tissu économique, et ils ont à leur tête des aventuriers, des gens qui croient dans leur métier, qui sont des passionnés, et ça c'est mon terrain de jeu. Alors, il y a une autre phrase que je te vole souvent, tu dis que les hommes marchent, enfin en tout cas que les voitures marchent à l'essence et les hommes à la reconnaissance. L'aventure de BNB, ça a été une véritable histoire humaine. Tu dis effectivement cet aspect de fond qu'on a discuté ensemble avec la progression étape par étape, les différents LBO, mais ce qui a été le moteur de cette création de valeur, c'est clairement l'humain. Oui, bien sûr. Alors je comprends par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure que Avis, ça a été une première école de donner de l'autonomie, de laisser aux gens penser un peu en dehors des codes et du cadre. Comment tu
tu caractériserais ton management chez BNB? Je pense que c'est d'abord la confiance dans les équipes, c'est la responsabilisation, en les encourageant à prendre des initiatives. Et je dis souvent qu'ils ont le droit de se tromper, donc je pense que le premier besoin de l'homme, c'est de créer. Donc quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on va servir à quelque chose, on a une motivation qui est certainement différente que d'être simplement un exécutant dans une entreprise. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, ça m'arrivait de visiter des hôtels et d'expliquer aux hommes et aux femmes de ménage combien leur métier était important pour la réussite de l'entreprise. Et qu'elles n'étaient pas là simplement pour nettoyer les chambres, mais de leur expliquer que leur travail était reconnu par les clients, parce que la première chose qu'un client voit quand il vient dans un hôtel, c'est la chambre, sa propreté, la qualité de la prestation. Et ça, ce sont ces gens-là qui font, ce retour. Donc c'est de motiver les gens à tous les niveaux de l'entreprise pour qu'ils savent qu'ils sont importants, qu'ils sont un rouage de la réussite de l'entreprise. Et pour moi, une entreprise, c'est une pyramide inversée. C'est-à-dire que on est un management, c'est comme un troupeau. De toute façon, on va à la vitesse du plus lent. Et donc, le management, c'est pas d'être devant le troupeau, c'est d'être derrière pour s'assurer que le plus lent va à la vitesse des autres, et non pas d'avoir un troupeau éparpillé. Parce que quand on se retourne, d'un seul coup, on s'aperçoit que les équipes ne suivent plus. Donc ça, c'est aussi important de savoir à tous les niveaux de l'entreprise comment ça fonctionne. Je me rappelle d'une anecdote que tu racontais à l'époque d'Avis, alors je ne sais plus qui, mais qui allait voir tout le monde, serrer la main à tout le monde, même sur la partie nettoyage des véhicules ou autre. Ça a été une vraie école pour toi? Tu as pu voir un peu ce management? Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai eu un patron qui s'appelait Colin Marshall, Sir Colin Marshall, qui était un patron emblématique dans la location de voitures et ensuite chez British Airways. Et c'est quelqu'un qui allait effectivement voir les gens quand il était à British Airways dans les hangars et quand il était dans la location de voiture. Moi, je l'ai vu effectivement. Moi, j'étais un petit chef d'agence à Orly et il venait me saluer en m'appelant par mon prénom. Bon, j'ai appris plus tard qu'il se faisait préparer des fiches et tout, mais ça fait rien. C'était là et c'était une reconnaissance personnelle qui était importante. Et donc, pour moi aujourd'hui, effectivement, la plus belle reconnaissance que j'ai dans les métiers que j'ai faits, c'est quand j'allais à Londres quelques années après avoir quitté Avis et d'avoir loué une voiture et d'être reconnu par les laveurs de voitures qui venaient me saluer et qui voulaient absolument me raccompagner à l'aéroport. Et aujourd'hui, c'est les gens qui me reconnaissent dans les hôtels, c'est ça qui est important. Le reste, les reconnaissances autres ne m'intéressent pas. Alors, on peut en parler parce que je pense que tu as une très belle... je ne sais pas si on peut parler de succession, mais suite, en tout cas, chez BNB, on voit, l'entreprise continue à produire des bons résultats. Je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir l'excellent travail que fait Fabrice au quotidien. Comment ça se passe un peu cet effet de transition? Parce qu'on sait que c'est jamais quelque chose de facile réellement. C'est vrai que déjà d'avoir une entreprise où LBO et de changer d'actionnaire tous les 5 ans maximum, ça peut être un peu épuisant. Et puis j'ai trop connu de patrons emblématiques qui s'accrochent à leur fauteuil un peu trop longtemps. Et donc pour moi, il était important de préparer une succession. Donc j'avais dit qu'à 65 ans, j'arrêterais mon rôle opérationnel. Et puis Fabrice, que j'avais recruté quelques années avant, m'avait prouvé qu'il était capable d'être autre chose qu'un directeur financier, qu'il avait un sens des affaires qui m'allait. Et puis je pense que son profil correspondait aussi à la taille de l'entreprise à l'époque où je lui ai transmis les rênes. Et donc pour moi, c'était important de transmettre. Et bon, après, on m'a proposé de rester président du conseil de surveillance. Donc d'être un peu à disposition de Fabrice s'il a besoin de moi, mais après, moi je lui donne mon avis, mais il fait ce qu'il veut, c'est lui qui dirige, et je n'influence pas ses décisions. Voilà. Ouais, et puis à un moment donné, tu as dit j'enlève mon bureau, je veux plus de bureau. Oui, parce que forcément, rase, j'étais aussi conscient que mon passage chez BNB avait marqué, donc les gens personnaliser un petit peu l'entreprise autour de moi. Donc c'est important aussi de débrancher cette relation et de permettre à Fabrice de prendre ses aises et de marquer son territoire sans que je sois en train de lui faire de l'ombre. Ça n'aurait pas été très sain de ma part de vouloir garder ce lien. Alors du coup, tu as depuis ces années-là un rôle un peu plus de sage du secteur, parce qu'on t'a retrouvé sur l'hôtellerie de plein air, on t'a retrouvé aujourd'hui sur la partie plus résidence avec Pierre et Vacances. Voilà.
c'est quoi un peu ce nouveau rôle finalement que tu as endossé au fur et à mesure que tu sortais un peu, que tu tournais la page de la vie opérationnelle et au quotidien? En fait, ce ne sont pas des responsabilités que j'ai cherchées, on est venu me les proposer, donc en fonction de l'intérêt et de ce que je pouvais apporter, parce que j'ai refusé, j'ai même démissionné de certains postes où je sentais que je n'apportais pas de valeur ajoutée, parce que les gens qui étaient en place n'avaient pas franchement besoin de moi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux aider et apporter de la valeur ajoutée. Chez Vacances Select, j'ai eu cette période d'administrateur et puis de président du conseil de surveillance. Et puis, effectivement, on est venu me chercher il y a quasiment, bientôt 2 ans pour Pierre et Vacances Center Park, pour être aux côtés de Franck. J'ai trouvé que le sujet était intéressant parce que c'est une entreprise qui change un petit peu de modèle de gestion, d'une entreprise très familiale avec un fondateur charismatique et emblématique qui a été un bâtisseur. Je dis souvent que des entreprises, c'est comme les arbres, il ne faut pas les couper de leurs racines, donc il faut comprendre l'histoire de l'entreprise. Il faut respecter. Et il faut respecter ces gens qui ont eu l'idée de fonder ces groupes. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a fait Gérard Brémond. Simplement, maintenant, on arrive à un cycle différent. Et on passe d'une entreprise familiale où la stratégie était définie par le patriarche à une entreprise où c'est aux équipes de définir leur stratégie. Les patrons de business unit, que ce soit sur Pierre et Vacances, Maeva, Adagio ou Center Park, de définir leur stratégie et de convaincre des investisseurs de venir les accompagner. Donc j'essaye d'inculquer à ce groupe cette culture entrepreneuriale que j'ai moi-même appliquée pour justement la préparer à son futur. Et c'est un rôle très intéressant. Et Franck fait un excellent travail de gestion du groupe. Il a clairement retourné ce groupe. Donc maintenant, les fondations sont saines. On a fait un refinancement. Donc maintenant, il faut préparer l'avenir. Ok, alors du coup, comment tu vois notre secteur? Parce que l'avenir, c'est un grand sujet. On a l'impression, souvent quand je parle autour de moi, on n'arrive pas à être complètement satisfait. On a le sentiment que l'horizon est un peu brumeux. Peut-être pour un Breton, c'est justement un temps parfait pour la navigation, j'en sais rien. Mais globalement, et puis là, plus on avance, plus on a l'impression que ça devient brumeux de plus en plus. Donc on est tous convaincus, les fondamentaux sont solides. À moyen long terme, globalement, il ne faudrait pas connaître le secteur pour s'inquiéter de ce qu'il va faire. Mais là, sur un horizon plus court, toi, tu vois comment les choses? Sur un horizon plus court, alors pour moi, c'est très conjoncturel et pas structurel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le secteur du tourisme en France, en général. Je pense que pour le groupe Pierre et Vacances Center Park, encore moins, parce que je pense que le tourisme de proximité a un grand avenir pour plein de raisons. Je crois que les consommateurs commencent à avoir une conscience aussi écologique, donc leur bilan carbone, les voyages long courriers, etc. Donc il y a cette conscience-là. Et puis il y a aussi la conjoncture économique qui fait que les gens ont peut-être moins de moyens pour voyager loin, et donc de trouver des centres de loisirs à proximité de chez eux où on peut regrouper la famille ou les amis, et ça fonctionne. Donc je pense que le modèle économique du groupe est très bien bâti pour ça. Après, au sens plus large, on a une année 2024 qui est un peu compliquée, pour plein de raisons. On a une conjoncture économique qui est défavorable. On a des JO qui ont un impact et qui changent un petit peu les intentions de vacances pour cet été. Soit on veut fuir Paris, ou au contraire on veut être présent. Les touristes étrangers qui vont venir ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui viennent d'habitude. Donc tout ça fait qu'il y a un environnement qui est un peu instable, et puis se rajoute à ça la dissolution de l'Assemblée nationale avec les potentiels impacts futurs, et puis une météo aussi qui est très défavorable. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a des clients qui ne savent pas où aller en vacances. Est-ce qu'il va continuer à faire mauvais et on va dans le sud, ou est-ce qu'il va faire très chaud dans le sud et dans ces cas-là on va aller en Bretagne ou ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de décisions de dernière minute. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'instant où on se parle, c'est vrai que les statistiques de réservation, globalement, ne sont pas bonnes. Un peu mou. Et donc, ce qui est perdu est perdu. Je pense qu'on ne rattrapera pas
ce qui est perdu. Donc il faut resserrer les boulons et protéger. On était quand même à des niveaux en valeur absolue qui étaient assez sympas. Oui, bien sûr. Je pense que l'année dernière, enfin les années post-Covid ont été très, très favorables parce que il y avait un besoin des consommateurs de partir en vacances, de sortir de cette période de confinement et donc de retrouver. Et puis ils n'ont pas dépensé d'argent pendant qu'ils étaient confinés. Donc il y avait peut-être un peu de budget pour partir en vacances. Je pense que certains opérateurs en ont profité. Alors, je ne veux pas dire profiter d'augmenter les prix pour augmenter les prix, mais il y a eu quand même l'augmentation des coûts de l'énergie qui a fait qu'il a fallu répercuter quand même un certain nombre de coûts dans les prix. Mais bon, ça c'est pris. Maintenant, je crois que ces années, on n'aura plus ces augmentations de prix qu'on a connues en 2023. Et puis c'est une année où on va gérer le volume au mieux, sachant que effectivement c'est une année un peu compliquée, mais je pense que ça redémarrera l'année prochaine sans souci. Est-ce que c'est vrai que depuis le 11 septembre, on était plutôt dans une logique de créer de la valeur par le prix. C'est souvent le prix moyen qui portait un petit peu les revparts ou les chiffres d'affaires, peu importe l'industrie. Est-ce que tu crois qu'on va revenir à un sujet plus lié sur du volume? Oui, mais ça c'est cyclique. Il y a des années à volume et des années à prix, donc je pense que là effectivement les augmentations de prix qui ont été effectuées vont peut-être avoir un impact sur le volume, sans parler de la conjoncture actuelle, mais même à conjoncture équivalente. Je pense que c'était une année où il fallait aller plus chercher du volume. Et puis après, quand le volume revient, la tentation c'est de dire on est plein, donc on va augmenter un peu les prix. Donc c'est toujours la vieille histoire. Après, il y a l'élasticité volume-prix avec laquelle il faut jouer et faire attention. Après, moi je pense que les secteurs d'activité du tourisme qui sont dans les créneaux dans lesquels opère B&B, qui est plutôt le créneau économique, et dans lequel opère Pierre et Vacances Center Park, qui est aussi accès à la famille, etc. Il n'y a pas vraiment de comparatif, il n'y a pas vraiment de concurrent. Le haut de gamme a sa propre clientèle. C'est toujours pareil, c'est le milieu de gamme qui est un peu plus impacté. Mais sur les secteurs dans lesquels on est, il n'y a pas trop d'inquiétude. Chacun dans son couloir de nage, il y a moins de risque de frottement. D'un point de vue plus état d'esprit, plus humain, tu as dirigé, maintenant tu accompagnes. Ces moments d'incertitude qui fait quand même partie de la vie des entrepreneurs et des dirigeants, comment toi tu les as vécus dans ta carrière? Comment tu as passé ces moments de doute? C'est quoi, est-ce qu'il y a une petite recette, Georges sans peur sur le sujet, ou c'était quoi ta façon de gérer la pression? Il n'y a pas de recette particulière. Enfin, je crois qu'il faut toujours. La nature a horreur du vide et les gens ont tendance à s'inquiéter assez rapidement. Donc le rôle des dirigeants, c'est d'être plutôt rassurant, de montrer qu'ils ne paniquent pas dans les moments compliqués. Je pense qu'on est dans des secteurs d'activité qui sont quand même, alors c'est pas moi qui disais ça, je crois que c'est Sébastien Bazin qui dit on est dans un secteur béni des dieux, et je crois qu'il a raison, on est dans un secteur d'activité qui est assez protégé, il n'y a pas de risque à court terme de chômage, au contraire, on a plutôt des problèmes de recrutement, donc faut regarder aussi ce qui est positif dans notre industrie, et passer ces messages-là. Après, moi je pense que les collaborateurs ne sont pas idiots, il faut être transparent avec eux, quand on est dans des périodes un peu plus compliquées, il ne faut pas avoir peur de leur dire, il faut leur dire que les efforts sont nécessaires, mais que tout le monde doit les faire, c'est pas réservé à certains, c'est tout le monde les fait, et puis c'est dans ces moments-là qu'il faut remobiliser les troupes, resserrer les liens, communiquer beaucoup, surtout quand on est dans des réseaux où les gens sont un petit peu éparpillés sur le territoire et donc leur petite chapelle à gérer, et alors qu'ils appartiennent à des groupes. Et donc c'est important aussi de communiquer pour les informer de l'évolution de l'entreprise, mais de ne pas avoir peur. Moi j'ai l'habitude de dire que les mauvaises nouvelles doivent voler plus vite que les bonnes, parce qu'on peut très vite s'isoler du pouvoir si on n'entend que les bonnes nouvelles. Et donc il faut partager ces informations, être transparent. Et la transparence est un critère de gain de confiance. Oui, parce qu'on sent bien aujourd'hui, et à tous les niveaux, que tu as une espèce de cristallisation de l'attention sur les managers intermédiaires, parce que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes de dire qu'on
on se pose des questions sur le niveau d'engagement et moi je suis assez lucide là-dessus. La responsabilité vient avant tout de ceux qui sont en place, qui ont les manettes du management, donc il faut qu'on trouve les bons mécanismes. Mais est-ce que tu sens toi aussi cette tension sur le middle management qui cristallise, qui a du mal à embarquer les équipes? Tu poses la question à un mauvais interlocuteur, parce que moi j'essaie au contraire de responsabiliser à tous les étages. Et ce que je dis, on doit tous avoir cet esprit entrepreneurial. Donc on n'a pas, je ne pense pas, en tout cas chez B&B, chez Pierre et Vacances non plus, parce que le middle management, ce sont des responsables de parcs, de résidences, donc ils ont leur propre responsabilité et leur propre autonomie. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie qui est donnée aux managers. Et effectivement, si on est dans une situation de middle manager sans véritablement être responsable, on perd sa motivation et là, on est un peu dans cette zone floue. Qui est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas comment retransmettre les messages, les bons messages à ses collaborateurs. Donc plus on est responsable et plus on évite ce flou artistique dont tu parles. Donc c'est une vraie culture d'entreprise. En réalité, la culture d'entreprise qui amène la responsabilisation à tous les niveaux, peu importe les sujets, c'est le vrai antidote, entre guillemets, d'avoir des goulets d'étranglement. Bien sûr. Aujourd'hui, si tu devais parler au Georges Samper plus jeune qui s'était lancé dans l'aventure, est-ce que tu dirais fais pareil, fais ce que j'ai fait, tout est possible? Oui, c'est vrai qu'avec le recul, je trouve que j'ai eu un parcours assez extraordinaire. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui est capable quelquefois on me dit, mais aujourd'hui c'est plus possible ce genre de parcours. Moi je ne crois pas à ça. Je crois que d'ailleurs, j'ai un exemple précis qui me vient en tête. On a fait une inauguration du nouveau concept B&B Home à Saint-Ouen il y a quelques semaines. Le gérant du B&B Home, c'est quelqu'un que j'ai connu comme veilleur de nuit quand il était à l'école, enfin un peu étudiant, issu d'immigration, veilleur de nuit à notre hôtel de Porte de Vanves. Et puis maintenant, il gère 4 établissements et il va très bien. Donc ça prouve que quand on a envie et quand on a confiance dans ceux qui nous motivent, on y arrive. Moi, je me souviens très bien, j'avais 25 ans, j'étais directeur régional chez Avis à Bordeaux, et j'ai eu un souci de management à gérer, et j'ai appelé à l'époque le DRH d'Avis à Paris en lui demandant conseil sur ce que je devais faire. Alors, je ne sais pas s'il a fait exprès, ou ici il s'est débarrassé du problème, ou alors si son conseil était un vrai conseil, mais moi je l'ai pris comme un conseil, et c'est le meilleur conseil de management qu'on m'ait jamais donné. Il m'a dit, sa réponse a été de me dire, faites comme vous le sentez. Et là, si tout pouvait être aussi simple. Voilà, et donc je me suis dit, écoute, mon coco, tu te débrouilles, tu y vas et tu fais toi-même. Et voilà, ça s'est bien passé, mais j'ai trouvé que ce conseil était très pertinent. Parce que tu parlais de la transparence qui était très importante dans les organisations, la responsabilisation, mais il y a aussi une forme d'authenticité, parce que ce que je lis dans l'anecdote que tu racontes, et on pourrait peut-être le comprendre comme ça, c'est peu importe le conseil qu'on va te donner, si tu ne le fais pas avec authenticité, et ça va sonner faux. Oui, bien sûr. Puis je pense qu'il faut avoir confiance dans les gens et leur capacité de jugement. Donc après, on peut se tromper. On a aussi, il y a des erreurs qui peuvent être commises et il faut les corriger immédiatement, mais quand on donne leur chance aux gens et qu'on décèle chez eux, alors ça aussi c'est peut-être un critère de recrutement, de recruter des gens qui sont curieux par nature, dont on sent qu'il y a une envie, et ça c'est un bon terreau pour le développement personnel. Donc, Bon, c'est quoi tes prochaines aventures alors? Bon écoute, tu sais, moi je vais avoir 70 ans cette année, donc je pense que je vais continuer maintenant je pense à ma succession avec mes enfants. Moi j'ai 5 filles, donc voilà, qui sont un peu éparpillées. Donc je continue à aider les gens que je peux aider, qui ont besoin de moi. Bon, j'ai d'autres activités aussi qui sont plus philanthropiques, etc., dont je ne parle pas beaucoup, mais je m'implique aussi dans ma région d'origine. Donc non, ce ne sont pas les projets qui me manquent. J'ai de quoi m'occuper. Super, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé un peu ton parcours et ta vision sur le secteur. Et puis on se revoit dans quelques années, on fait des petits points réguliers. Pourquoi pas. Et je veux dire quand même que je ne sais pas si les gens prendront du plaisir à écouter ce podcast et cette vidéo, mais en tout cas j'ai beaucoup d'admiration pour ton parcours et je me suis avant tout fait plaisir avec cette interview, donc voilà, je suis très content. Merci Georges. Merci Vangelis. Merci.
Dans les prochains épisodes, retrouvez Paul Dubrul, cofondateur du groupe Accor, et Richard Walter, créateur inspiré de Muse. Plus d'actualité, plus d'analyse, plus de data, plus d'hospitalité, suivez Hospitality On.